La délégation de la province de Lualaba, conduite par le secrétaire exécutif du gouvernement, M. Archimède Kabaya Kalassa, était présent au CIMA 2022 pour trouver des opportunités d'affaires dans le domaine de l'agriculture. On a une délégation congolaise là, qui souhaiterait avoir pour les instruments de labour. Est-ce que vous pouvez expliquer ou pas? À la rigueur, on va appeler Cyril qui s'occupe du développement. Paris, gare de l'Est, à Oko Hotel, M. Babas Babakwanza de Génération Verte a organisé pour la délégation de Lualaba une rencontre d'affaires avec M. Liassissi Mazo de Alad Conseil. Alors, ce qui nous a conduit donc à venir ici, c'est vraiment l'idée de pouvoir travailler donc avec la délégation sur le développement économique donc de Lualaba. Nous avons vu, nous avons palpé et nous allons prendre ces nouvelles technologies pour les amener en RDC et les amener au Lualaba. Après la visite des stands, la délégation participe à la conférence au Startup Village. C'est vrai que je travaille beaucoup en Afrique, donc ça me fait plaisir de faire des amis africains ici. Je passe la moitié de ma vie en Afrique. Nous venons de l'Afrique, d'accord. Particulièrement du Congo. Oui. Oui. Mais comment pouvons-nous profiter de votre expérience? L'application de photovoltaïque avec ça, c'est quoi l'impact au fait? Il va falloir qu'on regarde exactement par rapport aux besoins. On va le raisonner d'une autre manière pour l'Afrique, si tu veux. C'est qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des Classes Affaires et merci pour votre fidélité. Au cours de cette émission, nous parlerons de la province de Lualaba, la province minière de la République démocratique du Congo. Avec la nouvelle gouvernance de Mme Fifi Masuka, elle souhaite diversifier les ressources financières de cette province. Voilà pourquoi Mme Fifi Masuka a envoyé une délégation des cadres et des experts au Salon international des technologies pour l'agriculture performante et durable à Paris pour comprendre et découvrir ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'agriculture et pourquoi pas trouver des potentiels investisseurs qui souhaitent investir dans la province de Lualaba. Le combat de la délégation de Mme Fifi Masuka à Paris, un reportage de Franzi pour Classe Affaires en partenariat avec Biwal. Regardez. À l'occasion de son 100e anniversaire, le CIMA a réuni les acteurs de l'agriculture du 6 au 10 novembre 2022. Durant 5 jours, le CIMA, rendez-vous incontournable des fournisseurs de solutions pour l'agriculture, a répondu aux besoins de tous les agriculteurs, quelle que soit la taille de l'exploitation et les modes de production. Le Salon international des solutions et technologies pour une agriculture performante et durable a réuni au Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte 1000 entreprises de 37 pays, 15 secteurs d'exposition, 35 conférences et 200 000 entrées de plus de 100 pays. La délégation de la province de Lualaba, conduite par le secrétaire exécutif du gouvernement, M. Archimède Kabaya Kalassa, était présent au CIMA 2022 pour trouver des opportunités d'affaires dans le domaine de l'agriculture. Accompagnée par Ludovic Emmanueli de la Croissance Peace, la délégation de Lualaba a rencontré plusieurs exposants à la recherche de solutions d'agriculture moderne et compétitive pour la province de Lualaba. Est-ce que vous avez du matériel pour labourer? English. Have you some materials to turn the ground? Yes. Yes, okay. You like tines or discs? Time. So we have big tractors and behind, because it's a minister of Congo, and we need something. Where you come from? What's the... Austria. Austria. Rien contre les Autrichiens? Non. Ça va, alors c'est bon. Ça retourne complètement le sol, ok? C'est ça qui t'intéresse ou pas? On va voir.
Complètement, completely the ground. Okay. The best-selling machine in Africa is our Terra Disc. Yeah, but give me two, one for, and give your card, please. This is the discs machine, and this is lens. Yeah. Okay. Put 1, 2, 3. 1 is the first, 2 this, and 3. Okay, comme ça c'est plus. 2, Charrue. 1. The ground is very hard, and we are looking for with them the best machine. We can do a lot of things with the ground. Turn, tourner. Toi, tu veux la retourner, ok? Turn and look at that kind of. Globalement, il pense qu'il a des pièces de rechange. Il donne des pièces de rechange, et si il y a un problème, ils peuvent envoyer quelqu'un. Mais après, ça sera négocié vraiment d'une manière très concrète dans le contrat. Voilà. Ok. You are happy? It's good for you? Yeah. Good information. Because you are there. Pardon, excuse-moi. Là, on a la possibilité de voir 3 possibilités. Et c'est ça qui est important. Après, en fonction du retour que tu as et que tu peux voir avec les gens de chez toi, tu peux voir celle qui est la plus adaptée. Parce que le vrai problème, c'est de trouver ce qui est le mieux adapté et après de négocier un peu tout ça. No problem. Thank you very much. Have a good show. See you next time. See you next time. Ok. Merci, monsieur. Merci. Mais déjà, on a. Est-ce qu'il y a d'autres points importants que tu veux? Moi, j'ai bien compris que c'était le labour qui t'intéressait. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il y en a qui parlent français? Oui. Ok. On a une délégation congolaise là, qui souhaiterait voir pour les instruments de labour. Est-ce que vous pouvez expliquer ou pas? À la rigueur, on va appeler Cyril qui s'occupe du développement. Il sera peut-être plus à même d'en Vous discuter. pouvez lui dire de. Je vais- Ok, merci. On connaît un peu les besoins du matériel agricole en Afrique. Alors nous au Nigeria, c'était souvent l'État qui finançait les parcs de matériel, les parcs une centaine de tracteurs, 80 ou 100 chevaux. Et derrière on mettait les outils, la remorque, la charrue à disque, le cultivateur, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas comment vous travaillez. Voilà, donc là, ce qu'on voudrait, c'est regarder si vous avez, après on repassera parce qu'on est sur la première vision, voir un peu ce que vous avez comme appareil de labour. Comment Travail du sol ou du labour, sol, ouais. labourer du sol, alors soit labour retournement de terre, soit labour juste levé, soit mélangé, etc. Est-ce que vous avez du matériel et qu'est-ce que vous avez? On a une gamme spécifique Afrique dans une usine qu'on a en Italie. Bon, ça c'est un peu la gamme française, donc il y a quelques outils qui peuvent vous intéresser. Voilà, les outils à disque comme ça. Alors il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Si c'est pour derrière des friches, vous voyez, si vous avez On va vous montrer quelque chose parce que c'est important de. Voilà, ce genre de choses. Mais si vous me donnez votre carte, je vais, je vais vous envoyer moi ce qui correspond vraiment. Voilà. C'est de l'ancien terrain minier qu'on va se servir comme terrain agricole. Et vous avez suffisamment d'eau, enfin vous allez irriguer avec l'eau qu'il y a dans les... Il y a suffisamment d'eau, il y a également le ruisseau à côté. Ouais. Donc l'idéal est de transformer. Alors attends, tiens, ça je te le donne. Ça, un pour toi. Tu vois, Il y a plein de projets en ce moment sur l'Afrique pour l'agriculture. Tu sais, on est en plein dedans. Alors. Ouais. Bon, vous nous envoyez les vidéos. Ouais, okay. ouais, je vous envoie ça. Et puis, cette doc, elle n'est pas vraiment adaptée, mais... Non, bah, vous me la donnez, tu m'envoies les vidéos. Ah, vous voulez qu'on retourne au salon? Ouais, allez, viens, on va faire une petite pause, café ou... Merci, hein. La vraie problématique, c'est d'acheter le bon matériel, mais en sachant qu'il soit adapté au pays. Voilà. Et donc, malheureusement, tu ne peux pas dire je viens ici, vous m'en donnez 2 et puis je paye tout de suite. Il faut vraiment étudier. Je vais dire, moi je connais bien l'Afrique parce que je l'aime bien d'abord. Il faut
il ne faut pas décevoir. Et pour ne pas décevoir, on va faire en sorte que les gens aussi choisissent en fonction de leurs besoins. Et après, c'est toi qui prends la décision, qui négocie les prix, c'est toi. Après, on voit autre chose. Mais là, il va falloir qu'on regarde exactement par rapport aux besoins. On va le raisonner d'une autre manière pour l'Afrique, si tu veux. C'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez besoin? Où est le besoin? Où est le vrai besoin? Où est le vrai besoin? Après, on propose, et puis après, dans la shortlist, c'est toi qui décides. Tu vois ce que je veux dire? Paris, gare de l'Est, à Oko Hotel, M. Babas Babakwanza de Génération Verte a organisé pour la délégation de Lualaba une rencontre d'affaires avec M. Liassissi Mazo de Alad Conseil. L'objectif de cette rencontre est de trouver des investisseurs qui pourront s'intéresser au projet de développement de la province de Lualaba. Nous avons des textes de loi qui protègent la main-d'œuvre locale. Mais nous avons une difficulté, c'est-à-dire lorsque les entreprises, qu'elles soient chinoises, pakistanaises ou autres, tous de l'Est qui viennent, ils amènent leur main-d'œuvre. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est comme qu'ils diraient chez nous, nous n'avons pas de professionnels. Donc nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée. Alors ils trouvent ça comme une justification pour amener ce qu'ils amènent. Et nous, ça nous fragilise, nous ne savons pas comment nous opposer à un avantage. Nous, la loi voudrait que cette main-d'œuvre-là, qu'elle soit locale. Mais quand nous n'avons pas de compétences, ça pose problème. Donc si une formation peut être faite dans le cadre de faire en sorte que la main-d'œuvre locale soit compétitive, qu'elle puisse valablement répondre aux besoins de toutes les entreprises qui viennent, je pense qu'à ce moment-là, nous pourrons... Ça, c'est une excellente idée. Oui, parce que en fait, cette justification-là, elle arrive souvent dans beaucoup de pays d'Afrique. Hein. Les Chinois, ils ont fait la même chose au Bénin. Ils avaient un pont à construire, ils faisaient venir tous les ouvriers de Chine. En fait, les choses, et pourtant quand vous regardez bien, les compétences dont ils ont besoin pour faire ça, ce n'est pas des compétences si compliquées que ça, puisque c'est souvent des petites tâches qui sont des tâches pour lesquelles on peut former les gens avant même que la formation, en fait, le projet commence. Ça peut être quelque chose on peut étudier la possibilité d'intégrer dans des contrats avec eux la formation en amont des jeunes pour que les jeunes puissent travailler. Ça peut même on peut même leur imposer, par exemple, pourquoi pas, dans un deal, un pourcentage donné de main-d'œuvre qui est locale directement. Parce que souvent, ce sont des compétences qui ne sont pas complexes. Il y a quelques compétences qui sont complexes, mais il y a des compétences pour lesquelles on peut tout à fait imaginer que l'État de la RDC impose un pourcentage de gelée qui soit de chez nous, conforme en amont de la formation, du projet, du démarrage. Ou même pendant que le projet démarre, on les intègre petit à petit dans une progression donc, pédagogique qui permet de les intégrer dans le projet pour qu'à l'avenir, qu'on se rende compte que nos jeunes, quand il y a un projet qui naît quelque part, il y a une partie des jeunes de chez nous qui travailleront dedans. Ça, moi, je pense que le plus grand problème que nous avons chez nous, c'est la mise en application de lois. Les textes existent. Je vous ai dit aujourd'hui dans notre discussion que c'est vrai, l'État aura compris qu'il était important de former les jeunes. Mais ces jeunes, nous ne sommes pas en train de les former pour les intégrer dans les sociétés publiques. Dans la plupart des cas, c'est pour que ces jeunes aillent répondre dans les sociétés privées. Or, ce sont ces sociétés privées qui, du reste, utilisent à leur niveau leur formation avec des individus de leur choix, parfois pour contourner l'imposition qui viendrait de l'État pour dire non, j'ai formé un groupe de 30 personnes, je voudrais que ces 30 personnes soient dispersées dans les différentes sociétés. Or, ceux qui viennent là, ils viennent avec une main-d'œuvre. Vous allez trouver effectivement 2-4 Chinois dans une société qui n'ont pas les mêmes compétences que certains ingénieurs qui sont formés localement. À l'avenir,
Il faut choisir, il faut que vous puissiez choisir les sociétés avec lesquelles vous pouvez travailler, sur lesquelles vous pouvez compter pour qu'elles soient investies à la même hauteur que votre investissement personnel, l'investissement de l'État, dans la confiance et dans la sécurité. C'est important. Le souci de son Excellence, c'est de partir de ce qui s'est fait déjà sur terre. Votre intervention n'est pas rejetée, mais c'est question de prioriser. Ce dont nous avons besoin actuellement, c'est quoi? C'est de prendre d'abord toutes les capacités de production locale, les passer à l'échelle. Tous les petits cultivateurs qui le faisaient à petite échelle, il faudrait maintenant que ça puisse passer à des quantités qui peuvent être à mesure de couvrir la consommation première qui est celle du maïs et du manioc. Nos impressions sont très bonnes parce qu'avec la mission qui nous a été léguée par l'autorité provinciale, Excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, il était question qu'on puisse approcher des investisseurs qui peuvent amener les capitaux dans la province, le capitaux pour venir soutenir notre économie qui est focalisée sur les mines. Nous sommes dans l'obligation de trouver les investisseurs pour diversifier notre économie dans d'autres domaines, l'agriculture, les infrastructures, la santé et bien d'autres domaines. Alors aujourd'hui, nous avons réussi les investisseurs qui sont aptes de venir investir dans la cimenterie et dans d'autres domaines. Nous venons de finir à prendre langue avec eux. Je dirige un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise et de compétences, donc ici en France, depuis plus de 10 ans. Et je vis en France depuis 34 ans. Mais je viens aussi donc, de l'Afrique centrale. Et donc, ce qui m'a emmené ici, j'ai été sollicité pour échanger avec la délégation sur les expertises de mon cabinet, qui est d'accompagner les entreprises donc, dans leur développement, sur tout projet de développement d'entreprise, en faisant le lien avec les compétences. Et les compétences, qui dit compétences, dit formation. Et donc, on est très spécialisé, nous, en ingénierie de formation, puisqu'on accompagne, ici même en France, les entreprises qui sont dans le domaine de la formation, y compris les universités, et les organismes de formation professionnelle en général, dans leur problématique de formation, dans leur business model, qui est la formation. Voilà. Et avec nous, dans notre JBCR, nous avons 3 grands projets. Le premier, nous avons échangé sur la centrale voltaïque. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a constaté que les barrages hydroélectriques nous posent problème. Et avec l'évolution du monde, nous voulons, n'est-ce pas, recourir aussi aux rayons solaires pour essayer d'éclairer tous les villages ainsi que les grandes cités. En dehors de cela, nous avons échangé sur la relance de la cimenterie de Lubudi. La cimenterie qui a connu beaucoup de problèmes, qui aujourd'hui n'est pas en marche. Mais ça ne suffit pas de relancer cette cimenterie. Si les investisseurs sont capables de recommencer une autre entreprise, comme Genzing avec les Chinois, ils seront la bienvenue. Et le troisième projet, on venait de parler par rapport, n'est-ce pas, à l'employabilité des jeunes. Il y a plusieurs formations qu'on voudrait organiser pour essayer, n'est-ce pas, de mettre les jeunes en compétition par rapport à des emplois. C'est vrai qu'ils sont très nombreux, qu'ils sont désœuvrés, puisqu'il manque de formation. Voilà, du moins, en grande ligne, ce que nous venons d'amener au niveau de la province. Alors, ce qui nous a conduit donc à venir ici, c'est vraiment l'idée de pouvoir travailler donc avec la délégation sur le développement économique donc de Lualaba, qui comporte plusieurs volets. Et tous ces volets-là nous intéressent en tant qu'investisseurs. Donc nous, en plus de notre travail donc de conseil, mais nous mobilisons ici en France beaucoup de partenaires qui sont des partenaires investisseurs avec qui nous travaillons depuis longtemps sur l'économie. Lualaba, c'est une terre d'espoir. Nous sommes ici en France, c'est par la volonté de bien faire de Excellence Madame le gouverneur Fifi Masuka qui a permis à une multitude de personnes que vous avez vues d'être ici pour faire un travail bien précis. À ceux qui ne connaissent pas les Lualaba, comme je les ai dit, j'ai dit cela à nos amis français. Les Lualaba, c'est une terre de promesses, une terre d'avenir, avec un leadership existant qui existe il y a
à peine 2 ans que Madame le gouverneur a dit à prendre les choses en main. C'est la métamorphose totale dans les domaines des infrastructures, dans les domaines de la santé, dans tous les domaines de la vie sociale, l'employabilité, les salaires des agents. Donc c'est vraiment un leadership qui paye et qui est visible. À Lualaba, actuellement, donc, on a 3 activités qui nous intéressent, qui ont retenu notre attention. Il y a la formation professionnelle, qui est une activité très intéressante parce que ça concerne nos jeunes. Donc, il est important que nos jeunes, qu'on s'en occupe et qu'on les remette à l'emploi. Donc, ça, c'est une première activité. Une deuxième activité sur laquelle nous souhaitons nous positionner, c'est l'activité de la cimenterie. En fait, aujourd'hui, il y a un fort développement économique à Lualaba et ce fort développement nécessite en tout cas du ciment pour pouvoir faire des constructions nécessaires. Et pour ça, aujourd'hui, la production locale ne répond pas en fait aux besoins. Donc, on va venir en appui des autorités pour mettre en place des structures qui vont permettre d'élargir l'offre et amener beaucoup plus de fabrication de ciment. Et enfin, le troisième volet qui est donc le volet qui concerne l'énergie. L'énergie, pourquoi? Parce que en Afrique, chez nous, on a du soleil, donc on va plutôt réfléchir sur l'énergie solaire. Donc la question des centrales solaires est une question qui intéresse beaucoup la délégation, donc les autorités, et nous sommes prêts à investir dans ce domaine-là aussi. Voici les 3 domaines sur lesquels nous travaillons, nous réfléchissons avec les autorités. Aujourd'hui, les discussions que nous avons eues ce matin ont porté beaucoup sur la technique, c'est vrai, et le volet investissement est un volet que nous abordons avec beaucoup de finesse parce que les autorités sont partie prenante, mais il y a aussi l'économie privée, il y a l'initiative privée. Et donc la question c'est comment trouver le modèle qui nous permettra de travailler en intelligence avec les autorités pour que eux mettent leurs pattes et que nous mettons aussi notre patte. Donc on va être vraiment sur des collaborations du type peut-être économie mixte où les autorités vont avoir une participation et nous aussi de notre côté on aura une participation en amenant notre expertise où il y aura peut-être certains volets pour lesquels les autorités vont peut-être nous concéder sous forme de concession et que nous derrière on aura des obligations d'investissement etc., y compris social puisque qui dit investissement dit forcément les travailleurs derrière et qui dit les travailleurs dit social donc voilà, donc les modalités d'investissement vont dépendre de toutes ces possibilités que je vous ai énumérées, mais toujours dans l'esprit d'une collaboration équilibrée. Premièrement, je voudrais dire merci à son Excellence, Madame le Gouverneur, qui a accepté qu'on soit ici pour les comptes de la province, qui voudrait à tout moment, n'est-ce pas, changer l'image de la province de Lualaba. Comme elle le dit souvent, que c'est une province qui est en chantier et ça nécessite les parcours de gauche à droite pour essayer de ramener ceux qui peuvent reconstruire la province. Je voudrais également aussi remercier tous les membres avec qui nous avons effectué cette mission. L'Excellence Archimède Kalassa, l'expert Kouete, l'expert Christian et les coordonnateurs avec qui nous sommes bâtis de gauche à droite durant notre séjour en France. Nous avons fait un travail de titan pour, n'est-ce pas, arriver au résultat qu'on venait de vous dire tout à l'heure. Mais également, je voudrais profiter de l'opportunité pour essayer de dire, non seulement dans ce secteur agricole dont on venait de dire, mais nous devons aussi jeter un regard par rapport au transport. Et ce qui s'est fait en France est formidable, n'est-ce pas? Et nous pensons aussi que notre gouvernement peut arriver à organiser les choses, par exemple sur le plan de transport, comme je venais de le dire, pour que les voyages des gens qui se déplacent ne se cassent pas de tête. Ici, on voit, il y a des métros, il y a des avions, il y a ceci, cela. Donc, même les distances sont amoindries par rapport à l'ordre qui est, n'est-ce pas, placé au niveau des transports. Ça serait un souhait, en dehors de l'agriculture, qu'on essaie, n'est-ce pas, de jeter un coup d'œil dans d'autres domaines pour essayer toujours, n'est-ce pas, d'amener la province en avance. En fait, tous ceux qui sont au Lualaba, le message est qu'avec la mission qui nous a été confiée, nous avons vu, nous avons palpé et nous allons prendre ces nouvelles technologies pour les amener en RDC et les amener au Lualaba. En fait, que les agriculteurs qui sont dans les domaines de l'agriculture ou de la pêche, de l'élevage, puissent voir que non, notre économie, les Congo ou les Lualaba n'est pas focalisée que dans les mines. Nous sommes en mesure de tout faire. Nous avons des terres arables à exploiter. Nous avons d'autres potentialités que les mines. Nous allons vraiment faire ce plus grand travail, enfin que
on puisse diversifier notre économie, qu'il y ait un développement intégral dans tous les niveaux de la vie et dans tous les secteurs de la vie de la République démocratique du Congo et du Lualaba. De retour au Salon international des solutions et technologies pour l'agriculture performante et durable, après la visite des stands, la délégation participe à la conférence au Startup Village sur le thème « Comment diversifier vos revenus en développant la transformation de la ferme ». Je pense que les trois interlocuteurs que j'ai devant moi l'ont compris, parce que pour transformer, il faut aussi du matériel, il faut de l'argent, il faut des savoirs commercialisés. Alors pour en parler avec nous, trois personnes, Ludovic de Borpère, CEO de Socléo, Marie Rabessen, directrice développement chez Mimosa, et Lilian Sagliani, PDG de FarmLab. Donc, vous allez commencer par vous présenter, puis un petit peu ce que vous faites. Je vais commencer par Marie. Mimosa est déjà assez connue, mais peux-tu nous en dire plus et comment ce qu'apporte Mimosa dans ce secteur-là? Oui, bonjour à tous. Alors Mimosa, c'est la première plateforme de financement participatif dédiée exclusivement à l'agriculture et l'alimentation. Depuis 2015, à l'année de la création, c'est plus de 6000 projets, pour donner un chiffre, plus de 6000 projets qui ont été financés en France et en Belgique par des citoyens et des entreprises à travers deux moyens. Le premier, c'est du don en échange de contrepartie, donc qu'elle soit physique, donc typiquement quand on fait des projets de transformation, ça peut être du vin, des yaourts, des glaces ou autres, ou des expériences. Par exemple, dans le cas de l'agritourisme, des séjours à la ferme. Donc ça, c'est le premier moyen, don en échange de contrepartie. Et le second moyen, c'est via le prêt rémunéré. Donc là, très concrètement, c'est un particulier qui va venir flécher son épargne vers des projets en échange d'un rendement et qui va percevoir tous les mois des intérêts. Donc en quelque sorte, on est un peu le circuit court du financement. Alors chez Mimosa, on accompagne des projets à impact positif et c'est pour ça que, pour faire le lien avec la thématique d'aujourd'hui, vous retrouverez beaucoup de projets de diversification, de transformation à la ferme sur la plateforme, puisque ce sont des projets qui participent en termes d'impact à l'amélioration du niveau de vie des agriculteurs, mais bien souvent aussi qui participent à la réduction des déchets et également à la création des emplois en territoire. Si tu veux, on y reviendra sur la valeur ajoutée pour les agriculteurs. Ouais. Tu veux parler de transformation, le lien est tout de suite fait avec FarmLab. Lilian, tu interviens dedans parce qu'effectivement il faut des outils. Qu'apporte FarmLab à ces agriculteurs qui veulent transformer à la ferme? Merci Hervé, bonjour à tous. Lilian Sagliani, FarmLab. Donc FarmLab, nous développons des micro-ateliers agroalimentaires en conteneur. Donc tout simplement, on prend des usines industrielles agroalimentaires et on va les miniaturiser au maximum pour les rentrer dans l'espace d'un conteneur maritime. Donc par exemple, on a développé des usines de yaourt, des abattoirs de volailles, des conserveries, des usines d'aliments, des usines de glace, tout ce qui touche à l'agroalimentaire qu'on va miniaturiser. L'idée première, c'était le retour aux sources en France au circuit court. On a cherché à ramener un peu la production à la ferme, mais également, parce que tu sais Hervé que je travaille beaucoup en Afrique, donc ça me fait plaisir de voir les amis africains ici. Je passe la moitié de ma vie en Afrique, et là c'est un tout autre secteur, on ne parle pas du retour aux sources, on parle de développer des outils industriels dans les campagnes, là où on a des problèmes de réseau, de circulation, de chaîne du froid. L'idée c'est d'amener les outils de production dans les campagnes pour développer de l'emploi dans les campagnes, dans les villages. Donc c'est tout ce circuit-là qu'on cherche à développer avec FarmLab. Très bien, alors une fois que la matière première est transformée, il faut commercialiser. Je pense que c'est là que Socléo, Ludo, intervient. Donc est-ce que tu peux nous développer un petit peu ce que tu apportes à ces agriculteurs? Oui, Socléo, on est partenaire logiciel des circuits courts, donc on édite un logiciel de gestion en ligne qui permet aux producteurs, aux transformateurs, aux distributeurs en circuit court de bien gérer les aspects commerciaux, administratifs et logistiques de la
la distribution alimentaire de proximité. Donc les outils vraiment adaptés à ce sujet-là. Et là, depuis maintenant 3 ans, on travaille particulièrement avec les transformateurs à la ferme ou d'autres transformateurs pour bien gérer les enjeux propres à la transformation. D'accord, alors une vraie complémentarité, vous le voyez, entre tous nos 3 startups qui sont là, où on a à peu près toute la chaîne. On va développer un petit peu plus maintenant, si vous le voulez, ces éléments-là. Lilian, est-ce que tu peux nous donner des exemples, exactement ce que vous faites dans différents secteurs, comment ça se passe, comment vous équipez ces ateliers que vous montez dans les fermes? Donc globalement, l'idée, pourquoi les personnes viennent vers nous? Alors sur le marché français principalement, il y a 3 raisons principales. Donc déjà, ramener de la valeur ajoutée sur l'exploitation. On peut être producteur céréalier. L'idée, c'est de transformer un petit peu de nos produits à la ferme, aller faire de l'huile. On a développé une huilerie de tournesol, de colza. L'idée, c'est de transformer une partie, ramener de la valeur ajoutée à la ferme. Le deuxième point, ça va être de ramener de l'emploi à la ferme. Souvent, le conjoint, la conjointe qui vont venir vouloir rejoindre leur conjoint sur l'exploitation, ou même de sécuriser des salariés sur l'exploitation, apporter des temps partiels pour le travail. Et enfin, l'idée de nos conteneurs prêts à l'emploi, c'est d'amener des outils qui ont été vraiment étudiés et conçus. C'est-à-dire que nous, en amont, on va faire toute la recherche sur tout ce qui est normes sanitaires, protocole HACCP, marche en avant. On va vraiment étudier et développer ces outils pour qu'ils répondent parfaitement à ces normes de production, de fonctionnement. Donc on amène aux producteurs un outil de transformation qui va être parfaitement adapté sans qu'il ait à faire de recherche en amont. On arrive, on branche, on produit tout de suite. C'est vraiment ça l'idée. D'accord. Et Marie, donc les agriculteurs qui viennent chez vous, tu l'as dit tout à l'heure, viennent chercher à la fois un complément de financement, mais quelquefois un peu plus. Qu'est-ce qu'ils vous demandent quand ils arrivent, les agriculteurs qui veulent aller dans ce secteur de la transformation, mais peut-être d'autres aussi? Exactement. Alors effectivement, l'entrée première, c'est le financement. On vient financer les actifs et les charges nécessaires au lancement d'une activité de transformation. Là où les banques peuvent avoir un petit peu plus de difficultés à y aller, on vient partager le risque avec les banques. Ça, c'est le premier enjeu. Mais au-delà de ça, le financement participatif avec des particuliers, des citoyens qui viennent directement financer les projets, ça apporte de la visibilité en local. Et ça apporte un premier travail de clientèle, puisque tous ceux qui participent au projet, qui soutiennent financièrement le projet, sont autant de clients potentiels et d'une base de données à travailler pour demain assurer les débouchés. Et avec une vraie implication de l'agriculteur dans la recherche de ce financement. Pour avoir utilisé moi-même la plateforme Mimosa pour totalement autre chose, mais je sais qu'il faut une vraie implication de l'agriculteur. Donc il s'investit quasiment dans la commercialisation de ses produits à partir aussi de ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus sur la façon de vous demander aux agriculteurs de s'appliquer et comment vous les accompagnez? Oui, alors à travers l'outil du don avec contrepartie, l'agriculteur, le producteur est au cœur de sa campagne de communication et il va aller fédérer ses réseaux, ses partenaires, ses proches et ensuite vient s'ajouter des cercles autour pour venir financer le projet. Après, sur l'outil du prêt, c'est un outil un peu plus clé en main qui permet d'aller toucher tous les épargnants qui font partie de la communauté Mimosa. Alors sur le prêt, qu'est-ce que vous apportez qu'une banque n'apporte pas? Alors sur le prêt, en termes de financement, de conditions, on est un prêt qui est sans caution, sans garantie, ce qui vient là aussi aider le porteur de projet. Et on est sans assurance emprunteur, on a les mêmes possibilités en termes de flexibilité qui s'offre sur l'amortissement, sur du différé, etc. Et puis au-delà de l'aspect strictement financier, on a toute cette partie communication qui est là l'axe supplémentaire et très différenciant par rapport aux partenaires bancaires. Alors Ludo, un agriculteur qui décide de transformer et de commercialiser lui-même, il est plus uniquement agriculteur, il est à la fois agriculteur, transformateur, commerçant. Qu'est-ce qui prend le dessus dans ces 3 métiers qui peuvent s'allier mais qui sont différents? Et qu'est-ce que tu apportes toi à travers ça?
C'est vrai que déjà, un producteur, il fait quasiment tous les métiers du monde, mais un producteur qui choisit d'être en même temps transformateur, il doit gérer ses stocks de matières premières, la traçabilité entre les matières premières, les produits finis, la gestion de sa fabrication. Après ça, il doit commercialiser, préparer les commandes, gérer les tournées de livraison, la facturation, l'administratif qui va avec. Donc c'est un ensemble de tâches qui sont qui peuvent facilement être extrêmement compliquées. Et donc ce qu'on leur apporte, c'est le fait d'avoir les outils pour bien gérer ces aspects-là et ne pas passer trop de temps sur toutes ces tâches administratives, commerciales et logistiques. Donc pour avoir le même niveau de professionnalisme que des gros acteurs. Et ce qui nous intéresse dans la transformation à la ferme, c'est justement c'est des ateliers, c'est des structures qui sont légères, souvent moins de 20 personnes, et donc ça leur permet d'avoir ce niveau de professionnalisme. De cet entretien, je vous ai demandé en préparant à chacun, on va commencer par toi Marie, une anecdote ou quelque chose, le projet le plus atypique que vous ayez eu les uns et les autres à financer. C'est Mimosa, de quoi te souviens-tu à ce niveau-là? Oui. En 2020, on a financé le premier abattoir mobile en France, porté par Émilie Janin, qui est une éleveuse, et qui a lancé la marque Le Bœuf Éthique. Et on a eu à cœur de financer ce projet-là avec deux collectes, une collecte en prêt à hauteur de 250 000 € et une collecte en don qui lui a permis, de lancer sa marque, mais également de l'aider à développer son réseau de distributeurs et l'outil de gestion de ces collectes, de ces tournées. Alors pour nos auditeurs, l'abattoir mobile, en fait, c'est un atelier de transformation, d'abattage, qui passe de ferme en ferme pour éviter de créer du stress chez les animaux en les transportant. C'est quelque chose de nouveau mais d'intéressant. Lilian, pour toi, ton projet monté le plus atypique? Un projet qu'on est en train de développer en ce moment, l'idée c'est d'amener une petite transformation de l'abattage et des coupes. Je vais faire un peu de teasing, tu me l'as dit en préparant, ça fait vraiment envie. T'as vu, ça donne envie. C'est un atelier qui débouche sur un autre. En réalité, c'est un atelier de découpe et d'abattage de truites. L'idée, c'est vraiment d'avoir la télétransformation au pied des bassins d'élevage de truites. Et c'est en train de déboucher sur un autre atelier de caviar. L'idée, c'est de pouvoir prélever le caviar directement sur les esturgeons au pied des bassins. C'est intéressant, parce qu'ouvrir des truites, c'est sympa pour les manger derrière. Mais ouvrir des esturgeons, c'est quand même... Ça donne un peu plus envie, je suis d'accord. Et pour finir, Ludo, du côté de Sogléo? J'ai changé. Mon projet fétiche, c'est Invitation à la ferme. Donc c'est un réseau de 40 fermes. Sur chaque ferme, ils vont produire des produits laitiers. Donc ça peut être des yaourts, des fromages, des crèmes desserts, qui vont commercialiser dans les magasins. Et ils ont monté un réseau dans lequel ils mutualisent les approvisionnements, la marque, le packaging, les techniques de commercialisation et les liens avec justement, par exemple, la grande distribution, les enseignes Biocup, etc. Et ça leur permet, sur ces 40 fermes, de distribuer, par exemple, dans des grands magasins, Intermarché, où ils vont représenter 7% des chiffres d'affaires en produits laitiers bio. Et donc ça, c'est un projet fétiche parce que c'est vraiment les petits ruisseaux qui font des grandes rivières avec des petites fermes qui chacune maîtrisent leur commercialisation, maîtrisent leur production, et ils arrivent à faire des grandes choses, quoi. C'est bien ce que tu dis, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Je pense que c'est le propre de la ferme digitale quelque part. Toutes ces startups, plus de 100 maintenant, réunies dedans. Et pour ce qui nous concerne ici, la transformation à la ferme, Mimosa pour investir dans les projets, Fermalab pour pouvoir transformer et Socléo pour commercialiser. Donc on a le package complet pour pouvoir commercialiser nos propres produits. Merci à vous trois, merci à toutes et à tous. Merci Hervé. Merci à tous. À la fin de la conférence, la délégation de Lualaba, conduite par M. Archimède Kabaya Kalassa, a rencontré plusieurs entrepreneurs au Startup Village pour comprendre leurs activités et les convaincre à venir investir en République démocratique du Congo. En fait, nous avons participé à la conférence de tout à l'heure, mais nous sommes curieux pour que nous puissions comprendre les types de financement que vous faites, comment vous l'organisez. Nous venons de l'Afrique. D'accord.
particulièrement du Congo. Oui. Oui. Mais comment pouvons-nous profiter de votre expérience pour développer également les regroupements de certains agriculteurs en partant de votre méthodologie de travail? Oui. Alors nous, c'est une plateforme déjà, et effectivement vous allez retrouver à la fois des citoyens, des personnes qui veulent soutenir ces projets-là, et puis à côté on a d'autres utilisateurs qui sont les porteurs de projets. Et nous on fait vraiment l'intermédiaire entre ces porteurs de projets et ces personnes qui veulent soutenir des projets agricoles ou alimentaires. Voilà. Donc à la base c'est un environnement tech, une plateforme qui va mettre en avant ces projets-là. Voilà. Et après on a toute l'équipe, nous de Mimosa, qui accompagne les porteurs de projets pour les aider à rédiger, à communiquer, nous on sélectionne aussi les projets qui seront mis en ligne sur la plateforme. Et vous faites comment à ce moment-là? Vous les invitez comment? C'est au travers les communications que vous faites ou comment arrive-t-il à vous identifier pour que vous puissiez avoir par exemple les individus intéressés par ce que vous faites pour sponsoriser tel ou tel autre projet? Vous le faites comment à ce moment-là? Pour diffuser nous l'information et faire que des porteurs de projets viennent là, dès le départ on a travaillé avec on a voulu bâtir un écosystème de partenaires. Donc on a été beaucoup dans tous les partenaires qui travaillaient déjà avec des agriculteurs au quotidien. Donc nous typiquement en France on a des chambres d'agriculture et de manière assez naturelle tous les porteurs de projets en agricole vont vers les chambres d'agriculture pour les aider à monter leurs projets, etc. Et donc nous on est allé voir des partenaires, des instances comme ça déjà existantes en leur disant aujourd'hui nous on a Mimosa, donc vous pouvez aussi proposer Mimosa comme solution de financement à ces porteurs de projets. Après on est allé voir les partenaires bancaires, on est allé voir tous les organismes de chaque filière, on est allé voir un ensemble d'écosystèmes, tous ceux qui sont en contact avec eux et pour diffuser l'information. Et après, on a tous les moyens un peu plus digitaux de communication sur le web, sur Google, Facebook, etc. pour aller pousser les annonces et l'information. Voilà. Et puis après, il y a des actions directes de Mimosa, des équipes commerciales pour aller chercher les projets, communiquer par voie de mail, de prospection, on peut dire. Mais c'est une expérience que vous n'avez faite que pour la France ou... Et en Belgique. En Belgique, ouais. France et Belgique. France et Belgique, exactement. Vous avez un avenir prometteur à voir les actions que vous posez sur le terrain? Nous, ça fait depuis 2015 qu'on est créé. 2015. Et depuis 2015, on a accompagné plus de 6000 projets. Ça représente plus de 90 millions d'euros financés par des particuliers, des citoyens ou des entreprises. Ça, c'est les chiffres qu'on a depuis notre création. Et ça ne va faire que grandir. 2015 et aujourd'hui 2022, 7 ans. Pour dire dans 20 ans, Mimosa deviendra une multinationale. Je voulais comprendre, je vois ici ce sont les orangers. C'est des mandarines. Alors, l'application de photovoltaïque avec ça, c'est quoi l'impact au fait? On va faire de l'ombre. Ouais. Pour protéger les cultures, on va essayer de reproduire un microclimat, on va dire, le plus adapté pour la plante. Nous, dans le sud de la France, principalement les vignes, l'arboriculture, elles commencent à souffrir de la chaleur. Donc pour aider les plantes à continuer à se développer au mieux, on va leur apporter de l'ombre. Mais il ne leur faut pas de l'ombre toute l'année. De temps en temps, il faut du soleil, des fois, il faut de l'ombre. Du coup, on va piloter les panneaux en fonction des conditions climatiques et du besoin de la plante. Voilà. Et vous en faites à grande échelle ou Oui. On va être sur quelques hectares pour l'instant sur les plus gros projets. Avez-vous déjà 6
sites, c'est des petits démonstrateurs qui font 1000-2000 mètres carrés. Sur ces parcelles-là, on a pu avoir des résultats, voir comment la technologie fonctionnait, etc. Et maintenant, on part donc sur une plus grande échelle avec des projets plus gros de quelques hectares et sur lesquels on continue à faire la même chose. Voilà. Avez-vous déjà expérimenté ça? Oui, dans le sud de la France, on a des projets sur la vigne, raisin de table, grenade, voilà, les premiers projets qui sont pour l'instant développés. Comme ça peut permettre qu'on puisse approfondir après sur voir l'histoire de photovoltaïque. On vous remercie, merci pour cette présentation et puis bon salon. Merci à vous. Merci. Merci. Nos impressions sont très bonnes dans la mesure où c'est un salon au fait qui met en vedette les différentes stratégies pour permettre à ce que l'on améliore la production agricole. C'est justement dans ce sens que nous avons été beaucoup intéressés par ces différentes stratégies qui, du reste, nous sont très importantes, surtout pour ce qui concerne ma province, la province de Fifi Masuka, qui a bien voulu que nous puissions être présents à ce salon. Alors d'abord, quels sont les besoins de votre province pour l'agriculture? Disons que la production agricole ou les secteurs agricoles dans la province du Lualaba, c'est l'un des secteurs prioritaires, l'un des secteurs importants parce que dans la politique même définie par l'autorité provinciale, c'est que l'agriculture devra, n'est-ce pas, résorber la question liée à la faim, la question liée à l'occupation valable de celui qui produit, la question liée au ravitaillement du centre de production au centre de la consommation. Pour que les centres de consommation soient beaucoup plus ravitaillés par ceux qui produisent et que la production soit élargie. Là, ce sont les besoins primordiaux ressentis au niveau de la province. Et c'est comme ça que la province essaye, dans la mesure du possible, de multiplier différentes stratégies pour permettre de répondre, pour permettre de résoudre les problèmes épineux de se ravitailler de l'extérieur. La politique de Fifi Masuka, la politique de l'autorité provinciale, c'est de limiter sensiblement, c'est de créer l'indépendance, l'autonomie de la province du Lualaba dans la production agricole. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir alors de ces voyages que vous avez faits ici à Paris, au salon CIMA? Non, c'est un voyage intéressant dans la mesure où, comme je l'ai dit, il y a eu autant de panels, mais les panels qui nous ont beaucoup plus intéressés, ce sont les panels qui ont mis en exergue les solutions pratiques. Parce qu'au fait, le salon lui-même a mis beaucoup plus l'accent sur la mise en application des nouvelles technologies pour un rendement meilleur dans le domaine agricole. Et les solutions beaucoup plus applicables à l'Afrique, beaucoup plus applicables à notre province, étant donné que notre province fait partie de l'Afrique, fait partie de la RDC. Nous avons été intéressés par toutes ces solutions, par ces packages de solutions applicables à l'agriculture dans notre province. Et donc, nous avons tiré profit de tout ce qui a été dit, du moins pour ce qui concerne la province. Parce que la province aujourd'hui se veut également une province à vocation agricole, au-delà de ce qu'elle est considérée comme vocation
à vocation minière. Parce que je l'ai dit, la politique du gouvernement provincial, c'est de faire du secteur agricole un secteur d'espoir, un secteur qui puisse résorber le chômage, un secteur qui puisse donner du travail, un secteur qui puisse donner à travers sa production l'autosuffisance alimentaire. Non seulement de la province elle-même, mais aussi de toutes les provinces environnantes, de tous les pays qui font frontière à notre province. Pourquoi pas à toute la République démocratique du Congo. C'est ici pour nous l'occasion de dire merci. Merci à l'autorité provinciale qui a une vision positive. Fifi Masuka a une vision globalisante, une vision positive en mettant en application, en mettant en exergue la vision du chef de l'État qui veut que le peuple soit servi d'abord. Et c'est comme ça qu'elle a compris cela en aménageant, n'est-ce pas, les routes pour que les routes viennent appuyer l'activité agricole. C'est dans ce souci-là qu'elle est à la recherche de toutes les stratégies susceptibles d'améliorer, susceptibles d'apporter une amélioration sensible dans la production agricole. Et je le dis, le secteur routier est l'un des secteurs prometteurs, est l'un des secteurs de développement parce qu'il encourage même celui qui produit. Il encourage celui qui s'oriente dans l'agriculture. Parce que quand il produit, non seulement il va se servir de sa production, mais il mettra également en vente la production, étant donné que la route est aménagée. Sa production ne sera pas consommée seulement dans son milieu de vie, mais il sera ramené à un autre point de consommation et à ce moment-là, ça donne de la valeur à l'activité agricole. Et donc, pour cela, nous disons grandement merci à Fifi Masuka qui a compris qu'il était important que nous puissions entrer en contact avec le monde extérieur pour, n'est-ce pas, apporter de nouvelles stratégies, apporter de nouvelles méthodes, apporter des innovations pour que l'agriculture dans notre province, l'agriculture dans notre pays s'améliore davantage et que le rendement soit au rendez-vous, le rendement soit meilleur. Une façon, n'est-ce pas, de s'autosuffire sur le plan alimentaire. Son Excellence Archimède Kabeya Kalala, secrétaire exécutif de Lualaba, merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que ce reportage vous a renseigné sur les activités de la délégation de Lualaba ici à Paris. Un grand merci à son Excellence Madame Fifi Masuka pour le travail abattu dans la province de Lualaba et d'avoir permis la réalisation de ces reportages. Merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Merci à B1 pour la diffusion. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse.